Donc, la prise de parole, euh, le marché du coaching en prise de parole en 2026. Je vais vous parler des chiffres, je vais vous parler des tendances, des opportunités du coup qui se précisent. Euh, et pourquoi en fait il y a un gros manque qui est en train de s'amplifier sur les accompagnants en prise de parole en public. Euh, Zoup. On a dans les chiffres, bah alors, ce soir oh là là, ce soir c'est facétieux. Attendez, je ne vois plus. Vais-je y arriver? Oui. En 2023, la prise de parole en public, ça représentait 2 milliards, 2,8 milliards dans le monde, dans ce marché. Donc ça comprend quoi? Ça comprend les cabinets de conseil en communication, ça comprend le marché des conférenciers. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la projection d'ici 2030, c'est plus du double. Et en fait, quand on travaille dans une activité, c'est toujours intéressant de savoir, de se rendre compte, ok, finalement, cette activité, combien elle pèse, entre guillemets, dans l'économie. Et là, en fait, on s'aperçoit que, ben, il y a des activités dont le poids économique se dégrade et il y a des activités dans lesquelles le poids économique s'accélère, augmente. Donc, c'est une croissance de presque 10% par an, ce qui est plutôt un bon signe quand on s'intéresse à un domaine de se dire, tiens, est-ce que je me lancerai pas dans cette activité? C'est un bon signe d'analyser ces facteurs économiques. Et donc, on est en pleine expansion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise de parole en public, au-delà des conférenciers, donc les gens dont c'est le métier de prendre la parole en public, et il y a au niveau international vraiment une activité, donc par exemple tous les anciens présidents de la République gagnent leur vie aujourd'hui, entre autres, par le fait de donner des conférences. Mais ce n'est pas forcément des gens qui vont se former à ça parce que par empirisme, par leur métier, par leur activité, etc., ils sont devenus des conférenciers en puissance et donc maintenant ils monétisent. Hein, un ancien président de la République, une conférence d'une heure, c'est 100 000 dollars. D'accord? C'est ce qui est facturé aujourd'hui. Mais le marché adjacent, et c'est à ça que je voudrais vous exposer, c'est que la prise de parole en public fait partie de ce qu'on appelle les soft skills. Les hard skills, les soft skills, qu'est-ce que c'est? Par exemple, faire des calculs de résistance des matériaux pour construire des barrages au Soudan, ça c'est un hard skill, c'est une compétence d'ingénieur de calcul de mathématiques. Par contre, avoir une lecture des émotions des salariés quand je suis RH, c'est pas un truc que j'ai appris sur les bancs des écoles de RH, mais par contre, c'est une sacrée compétence intéressante si je suis dans les ressources humaines de pouvoir avoir de la compréhension dans les émotions des gens qui sont en face de moi. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des soft skills. Donc c'est pas forcément des trucs qui sont sur le CV, mais par contre, c'est des compétences qui font que quand les gens travaillent, ils sont très appréciés dans leurs entreprises parce qu'ils ont les soft skills. Et en fait, les entreprises se sont aperçues que, donc une mesure, c'est qu'aujourd'hui, le marché des soft skills, c'est 36 milliards de dollars en 2025, mais surtout 38% des budgets des formations, donc on n'est pas à la moitié, mais 38%, c'est quand même significatif, c'est plus d'un tiers des budgets de formation, a été alloué en 2024 sur du soft skill. Avant, ce n'était pas du tout le cas, d'accord? C'est-à-dire qu'avant, on disait, OK, compétences Excel, formation bureautique, Word, Excel, ça, c'est du hard skill. OK, tu fais du secrétariat, il faut que tu saches faire de la bureautique. OK, ça, c'est du truc qui est sur le CV. Mais les entreprises se sont de plus en plus aperçues que bah, l'humain est quand même un petit peu plus complexe. Le truc de, bon, ben, de toute façon, tu es un salarié égal, un esclave égal, tu vis juste des boulons et puis c'est tout. Le monde du travail s'est aperçu qu'on ne pouvait pas tellement, on pouvait plus réduire les humains à ça. Et que, bah oui, il y a des managers qui sont des bons communicants et qui, quand à un moment il y a une réorganisation à faire passer, bah, il y en a un qui a des grèves parce que c'est un mauvais communicant et il dit, de toute façon, il y a une réorg, c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis il y a un autre manager qui, lui, parce que c'est un meilleur communicant, bah, arrive à transmettre l'information d'une manière différente. Et donc ça, c'est les soft skills. Et donc, c'est assez récent que les entreprises, que les grosses entreprises investissent là-dedans parce qu'elles se disent, en fait,
les clés de succès finalement de nos entreprises, c'est plus tellement le CV. Ah ok, il a fait une bonne école. Ah ok, il a fait la fac de machin. Ça, c'est le CV. Mais non, parce qu'ils se sont aperçus que qu'est-ce qui se faisait de la qualité de leurs meilleurs salariés, bah, c'était justement ces soft skills. Et là où avant on disait, bah oui, mais Francis, de toute façon, c'est normal, il s'est investi, lui, à titre perso, il s'est investi dans la vie associative, donc bah, c'est bien normal qu'il ait l'habitude, voilà, de communiquer avec les gens. Oui, mais ça, c'était par empirisme, et coup de bol, Francis, qu'on a embauché, il s'investit dans la vie associative, et donc il a cette compétence. Oui, mais ok, mais qu'est-ce qui se passe pour toutes les autres personnes? Bonsoir Fanny. Et donc du coup, les entreprises ont compris que bah, en fait, finalement, c'était des trucs qui s'apprenaient, hein, les compétences humaines, Kathleen, tout à fait, les compétences humaines. Et la communication, la prise de parole, elle fait partie de ces compétences humaines. Et donc quand on voit que les entreprises, elles investissent en 2024 16 milliards en France, 16 milliards de budget formation pour leurs salariés, on se dit, il y a quelque chose. Euh, Maintenant, parallèlement à ça, ça c'est le monde de l'entreprise, parallèlement à ça, il y a des tendances qui émergent. On parle de l'économie du contenu, donc la creator economy. Il se trouve que je suis partenaire YouTube et donc j'ai régulièrement du feedback de YouTube de l'état de l'art, du marché, de où va un peu le monde de la communication, les usages, etc. Eux, avec leurs gros algorithmes, ils ont beaucoup d'infos. Et en fait, l'économie du contenu, c'est un vrai nouveau truc. Et ça vient du post-Covid, de l'ère post-Covid. C'est-à-dire qu'avant le Covid, tout se passait dans le monde réel, pas grand-chose à distance. Moi, je travaillais déjà en ligne, mais la plupart des choses se passaient dans le monde réel. Le Covid est arrivé, les confinements, etc. À un moment, les entreprises ont dû se digitaliser, travailler à distance, faire des visios, des machins, nanana. Et avec les réseaux sociaux, etc., ben, post-Covid, on est vraiment rentré dans ce qu'on appelle l'économie du contenu, et c'est-à-dire que, eh ben, à peu près n'importe qui, à un moment, va se retrouver en situation de, bah, tu sais quoi, pour le LinkedIn de l'entreprise, peut-être que ça serait bien que tu fasses une petite vidéo. Je suis allé faire réparer ma voiture qui avait une roue crevée, et le garagiste, on discute un peu, machin, il me dit, ah ouais, ben moi, je fais venir un community manager pour communiquer sur mon garage, et on filme bah, mon chef mécano, on filme le gars qui répare les moteurs, etc. Pour montrer un petit peu bah, voilà, qu'on est des humains derrière cette entreprise. Et les gens aiment bien. Et je lui disais, mais ok, mais les personnes à qui vous travaillez, vous les avez plutôt embauchées sur leur qualité de mécano, pas forcément leur qualité de communicant. Puis il me dit, ah ben là, monsieur Rudy, là, vous avez mis le doigt dans le mille. Parce qu'en effet, moi, mon mécano, il est très à l'aise à réparer les moteurs. Mais par contre, parler à une caméra, ouïe, ouïe, ouïe. Eh ben oui, c'est normal, c'était pas dans le CV. Et donc finalement aujourd'hui, toute personne, et j'ai eu ça chez mon boulanger, j'ai eu ça avec mon cabinet comptable, enfin vraiment on le voit partout. Et donc cette économie de contenu, elle dit que finalement aujourd'hui, tout le monde, y compris vous, à un moment, vous allez vous retrouver dans une situation d'animer une visioconférence, d'enregistrer peut-être un épisode de podcast, d'être interviewé, de faire du contenu, etc., etc. Et donc c'est ça cette économie du contenu. Avant, la communication, c'était réservé aux services com. Bon, bah maintenant, tout le monde peut se retrouver embarqué dans cette affaire de communication. Et statistique intéressante, c'est que c'est une statistique qui est ancienne, hein. J'ai essayé de vous trouver les chiffres les plus d'actualité, mais c'est déjà une statistique qui est ancienne parce que ça datait de 2024. 96% des employés des entreprises interrogées déclaraient vouloir être meilleurs en présentation. Et sur une autre étude qui était de demander est-ce que vous pensez que voilà, si on vous met en situation de communiquer, vous avez les compétences pour, seulement 9% des gens pensaient avoir les compétences pour. Et souvent, bah, c'est des gens qui font du théâtre en loisir à côté ou qui font, vous voyez, qui ont travaillé ce truc-là un petit peu à côté. Donc ça veut dire qu'on a une demande qui est énorme, d'accord? On a énormément de gens qui ont besoin de cette compétence de pouvoir prendre la parole, s'exprimer en public. Et le problème, c'est la capacité en face de formation, la capacité de coaching, d'accompagnement. Il y a un écart qui est énorme. Et ça, c'est quelque chose d'important quand on analyse un marché, c'est de se dire, OK, il y a beaucoup de gens qui sont en demande, par exemple, à un moment de faire de la pause d'isolation pour les maisons. OK, mais il y a plein d'entreprises en France qui sont capables de faire de la pause d'isolation.
Et donc, on va dire qu'on est sur un marché tiède, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup de propositions. Donc, quelqu'un qui voudrait lancer une entreprise d'isolation, on lui dirait, les économistes lui diraient, bah écoute, oui, il y a beaucoup de demandes, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui pourvoient cette demande, donc ça sera peut-être plus compliqué de te faire ta place. Et du coup, ça va devenir concurrentiel, donc sur les prix, etc., etc. À l'inverse, des domaines dans lesquels j'ai beaucoup de demandes et pas beaucoup de gens pour fournir cette demande, alors là, juste le fait déjà d'être là sur le marché et de proposer cette situation, déjà, vous marquez énormément de points parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, d'accord? Donc, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est qu'il y a cette première tendance que, bah, d'une part, les soft skills, on l'a dit dans les entreprises, voilà, il y a énormément de besoins, mais dans cette nouvelle économie, cette économie de contenu, on va avoir de plus en plus besoin d'accompagnants en prise de parole. Est-ce que ça vous parle ce que je vous partage là, cette histoire de créateur économie et que finalement, bah, à peu près n'importe qui va se retrouver dans sa carrière à un moment dans une situation de faire une présentation, un machin. Moi, j'avais un copain qui travaille dans la finance, donc lui, il est plutôt dans les chiffres, les trucs, machin. Et son chef, il dit, écoute, il faudrait que tu ailles à Bordeaux. Bon, bah d'accord, je vais aller à Bordeaux. Ouais, il faudrait que tu fasses une présentation. Oula, chef, attends, moi, tu m'as embauché pour être le nez dans les chiffres, pas pour être sur scène. Oui, mais c'est comme ça, on a signé un contrat avec machin, et pour le cabinet, il faut faire des présentations, et on a dit, bah, c'est toi qui t'y colle. Oui, 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 le copain, il m'a appelé Antoine, c'est la galère. Moi, j'ai pris un métier pour être caché dans les chiffres, et maintenant, on me dit que je dois être sur scène. Euh, Attends, est-ce que je vois vos commentaires? Oui, ah, je vois des pouces. Ah, mais voilà, ils sont là, vos commentaires. Très bien. Euh, Yes, Kathleen, tout à fait, tu es dans cette dynamique. Tu es dans cette dynamique. Trop bien. Donc, euh, donc, on se comprend. Deuxième tendance, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ben, l'IA, donc il y a beaucoup de gens qui disent oui, l'IA va tous nous remplacer, on va être remplacé par l'IA, etc. Je ne pense pas. À chaque révolution industrielle, les révolutions, la machine à vapeur, etc., ont remplacé une partie de l'activité humaine, mais qui était une partie de l'activité qui n'avait pas forcément un grand intérêt pour l'humain, mais a en même temps valorisé beaucoup plus là où l'humain pouvait apporter sa plus-value. Euh, L'IA, elle écrit du texte. Elle est très forte pour écrire du texte. D'accord? C'est des modèles qui écrivent du texte. Donc, elle peut écrire un discours. Vous pouvez demander à l'IA d'assembler des mots qui ressemblent à un discours. Ça marche. Mais donner un discours, prononcer un discours, incarner un discours, communiquer un message, c'est pas la même chose de juste écrire un discours. Donc, ok, l'IA, elle va vous écrire des discours. Vous allez lui demander première version, deuxième version, troisième version. Elle va être super pour vous faire du texte. Mais quand il va falloir délivrer ce texte, bah, là, l'humain va être au cœur du processus. D'accord? Euh, et donc, euh, il y a beaucoup de. Donc, c'est 86. Donc, Salesforce, c'est une des plus grosses entreprises en fait, d'accompagnement des systèmes de vente des entreprises. Et ils disent que les dirigeants, 86% des dirigeants, disent que la plupart des problèmes d'entreprise sont des problèmes de communication. Quand à un moment, il y a une nouvelle directive et qui dit tiens, on va, je sais pas, on va changer un peu les codes de la marque et maintenant on va faire du plus du luxueux, mais moins du accessible et que le management n'est pas capable de bien le communiquer, ça fait flop. Quand, à l'inverse, on va communiquer sur les réseaux sociaux et que sans s'en rendre compte, on va donner une mauvaise image ou en tout cas des interprétations du message qui sont mal foutues parce que finalement on n'est pas à l'aise, on est maladroit dans cette communication, et ben du coup, ça va planter. Ah yes, à ton travail, Catherine, vous utilisez Salesforce. Ouais, 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 c'est vraiment une boîte qui est très implantée, hein. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus l'IA va progresser dans sa capacité à gérer des tableaux Excel, à gérer du texte, plus la connexion humaine directe, d'humain à humain, va prendre de la valeur. Et donc, je peux écouter au kilomètre des vidéos YouTube fabriquées avec l'IA, hein. Il y a aujourd'hui plein de vidéos YouTube qui sont faites avec des avatars IA, hein, et peut-être que je peux m'endormir en écoutant ça au bout d'un moment. Ça n'aura jamais la même valeur qu'une conférence en direct ou un humain ou un truc qu'on peut échanger. Là, on est en live, on est en direct, on est à distance certes, mais on est en direct.
Je peux voir vos questions, vous pouvez poser vos questions, etc. C'est pas la même chose qu'un contenu préenregistré IA qui débiterait. Et d'ailleurs, quand les contenus IA, on entend très bien que c'est des contenus qui ne sont pas incarnés. Les tonalités, ça manque de, c'est très froid, c'est très, voilà. Donc plus l'IA avance et s'insère un petit peu dans nos vies, plus la connexion humaine va prendre de la valeur. Et la connexion humaine, elle se fait par la communication. J'ai le pâtissier au bout de ma rue qui fait des pâtisseries vraiment incroyables. Et j'ai goûté pas mal de pâtisseries sur la planète. Mais franchement, là, il a un niveau qui est là. Mais la communication, eh ben, c'est compliqué pour lui. Par contre, il fait de la formation. Et en fait, il me disait que donc, bah, à travers la formation, il a dû se forcer un petit peu à développer cette communication. Et ben aujourd'hui, il gagne quasiment autant d'argent en faisant de la formation à la pâtisserie qu'en vendant ses pâtisseries. Et ça montre bien que les gens viennent, ils veulent apprendre à faire l'éclair au chocolat. Évidemment que c'est plus facile d'acheter l'éclair et de le manger, mais il y a de la valeur ajoutée à dire, OK, tiens, comment je fais cette crème et comment je monte cette chantilly et comment je fais ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la connexion humaine. Là où avant, on serait juste dit, bon, bah, une pâtisserie, attends, pourquoi de faire de la formation? Bah, parce que c'est de l'humain, c'est de la connexion. Et il fait ça dans son atelier, par petits groupes, ils échangent, ils boivent un thé, un café en même temps. Il y a ce partage, il y a cette connexion humaine. Donc ça, c'est la deuxième tendance qui nous intéresse, c'est que l'IA est une bonne nouvelle dans sa perfection, en tout cas ses qualités à traiter les données, les machins, les trucs, je vous disais là, mon copain qui est dans la finance, le nez dans les tableaux, bah, ça, l'IA est en train de le remplacer. Mais en même temps, il commence, lui, à se faire un peu la main, à faire des conférences, etc. Les gens disent, waouh, mais vous êtes un sacré expert. Bah oui, parce que ça fait 20 ans qu'il est dans les tableaux et dans les chiffres, donc c'est un sacré expert. Et plus il avance dans sa capacité à communiquer cette expertise, plus il prend de la renommée, plus les gens ont envie de travailler avec lui, l'invitent sur des conférences, etc., etc., etc. Et ce truc-là, bah, c'est de l'humain à humain. Ça vous parle, cette deuxième tendance? Parce que la première tendance, qui est l'histoire de la creator economy, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, bah avec l'IA, finalement, maintenant, le contenu va être fait par l'IA. Oui, une partie. Et en même temps, je suis sûr que vous avez toutes et tous lu un jour un post sur LinkedIn ou sur Facebook, un fameux post ChatGPT, où en fait, vous reconnaissez assez facilement que c'est ChatGPT qui a écrit ce truc et que c'est pas l'humain. Kathleen, tu dis, je m'aperçois aujourd'hui que les gens, il faut oser leur parler car eux n'osent pas. Ouais, ouais, parce que il y a une vraie coupure de communication qui s'est faite, mais quand la pompe est amorcée, bah, la mayonnaise, elle prend en fait. Hein, c'est-à-dire quand à un moment tu leur parles, tu vois, dans les taxis, les Uber, les machins, les transports, ils parlent pas, puis tu poses une question, tu machins, puis à un moment, blablabla, ça papote, ça papote, ça papote. C'est normal, on est des humains, on est des êtres de communication. Sauf qu'il y a plein d'événements, les réseaux sociaux qui coupent beaucoup les gens finalement au lieu de les rapprocher. Le fait qu'on se parle par message maintenant, il n'y a plus le son de la voix. Ah bah c'est pas pareil quand je t'ai écrit un message. Mais attends, là tu étais en train de m'engueuler ou tu me faisais juste une petite remarque ou une taquinerie? Bon bah je suis obligé de rajouter un emoji pour savoir si je suis en train de t'engueuler ou si je suis en train de te taquiner. Et ben en parallèle de ça, oui, les gens retrouvent la parole. Ah la parole, ok, ah ben on parle, là, je suis pas machin. Et puis hop, dès qu'on amorce la pompe, ça se crée. Parce qu'on est des humains, on est codés comme ça de toute façon. On est des animaux de groupe, on est des animaux de lien. Peut-être qu'il y aura une nouvelle espèce à un moment qui aura plus besoin de communiquer. Et ce qui est très rigolo, c'est que l'IA qui copie les modèles humains, ils ont fait des tests en laboratoire pour voir si des IA qu'on mettait ensemble dans une pièce, dans un laboratoire, donc on met différentes IA, qui ont des micros et des haut-parleurs. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé dans l'expérience? Les IA ont commencé à se parler entre elles. Elles ont commencé à se parler entre elles comme des humains, parce qu'elles elles copient du coup elles copient ce que font les humains. Et donc, à un moment, une IA dit, mais est-ce que la personne à qui je parle est un humain ou une IA? Et donc, l'IA répond, non, je suis une IA. Ah, t'es une IA? Ah, ben moi aussi. Et tatati, et tatata. C'est très rigolo de voir ça. Donc, vous voyez, même les IA qui copient nos modèles humains causent entre elles, quoi. Donc, elles causaient numériquement. Euh, ok. Troisième tendance que je voulais vous partager ce soir, c'est donc la pénurie de coachs formés. Dans le management, par exemple, il y a une étude qui nous dit, chez Harris, que Euh, 80, donc
91% des employés pensent que leur manager aurait besoin de meilleures compétences en communication. Ouh! Parce qu'il y a, il y a les choses que je dis, mais il y a la manière dont je dis les choses. D'accord? Il y a l'intention avec laquelle je le fais. Et c'est clair que juste plus de communication, améliorer la communication, ça pourrait fluidifier des fois les choses. Euh, Harvard, l'étude d'Harvard nous dit qu'un tiers des entreprises aujourd'hui forment, payent des gens, d'accord, euh, pour s'améliorer en communication. Bah, parce qu'ils ont compris que c'est des humains qui travaillent avec des humains et la communication, c'est la clé, c'est la base. En fait, on peut tout dire, mais il y a des manières de le dire. Et cette tendance, eh ben, les entreprises l'ont comprise parce que regardez, 68% des entreprises augmentent leur budget de formation en communication. Avant, la communication, c'était juste pour les pontes, les cadres dirigeants, les hauts du truc. Ben non. Maintenant, on forme les gens en communication à tout niveau. Donc, la demande, elle est là. La demande, elle est croissante. Les entreprises ont compris leur intérêt à ben, travailler avec des IA d'une part, très bien, mais vu qu'on continue à travailler aussi avec des humains au service d'humains, ben, peut-être que d'investir dans leur communication, ça vaudrait la peine. Et c'est vraiment l'émergence des soft skills où avant on disait non mais attendez, ça fait partie de vos qualités. Vous savez, en entretien, vous disiez quelles sont vos qualités et vos défauts. Et donc il fallait dire, bah, je suis ouvert aux autres, je communique, je suis à l'écoute, etc. Vous vous souvenez ces trucs-là, enfin, si vous avez déjà passé des entretiens. Bon, bah non, aujourd'hui, ils disent, OK, on ne peut pas juste s'en remettre à, bon, bah, il y a des gens qui font du théâtre à côté, c'est cool, ils peuvent communiquer. Non, non, non. Donc, la demande, elle est là et les budgets sont là. Mais par contre, l'offre de coach formé en face, elle n'est pas là. D'accord? Elle n'est pas là. Il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens, du coup, pour servir là, les besoins du marché. Donc, ce qui se passe, c'est que, donc on l'a vu, les employés expriment leurs besoins aujourd'hui, expriment leurs besoins en disant, nous, on a besoin de managers qui sont meilleurs en communication. 80% des recruteurs et des services RH disent que bah, le fait de pouvoir communiquer, être à l'aise en prise de parole, c'est ce qui est critique dans la promotion de leurs salariés. Et oui, pourquoi? Parce que je suis le meilleur des mécanos de l'atelier. Génial, j'ai des mains en or, je répare les trucs. Puis à un moment, le chef, il dit, bah, tu sais quoi, on va te nommer chef d'atelier. Ouais, mais le chef d'atelier, c'est différent. Mon job, c'est plus de réparer les voitures, c'est de diriger les différents mécanos et donc de communiquer. Euh, et donc, on voit bien que voilà, les entreprises ont énormément de besoins, mais sauf qu'aujourd'hui, ben, elles ne savent pas trop à qui faire appel. Donc, à qui on fait appel? On fait appel à des gens qui sont dans le théâtre. Parce qu'on se dit, bah, les gens qui sont dans le théâtre, c'est des communicants, c'est vrai, c'est des gens qui communiquent. Sauf que les gens qui sont dans le théâtre, et donc on fait venir en entreprise des profs de théâtre, des cours de théâtre, etc. Ce qui est cool. Mais sauf que le problème, c'est que le théâtre, et j'ai travaillé, du coup, j'ai formé en prise de parole des gens du théâtre, pour vous dire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'en fait, eux, au théâtre, ils endossent un rôle. Et que ils communiquent, ils se tiennent dans l'espace, ils ont une posture, vous voyez ce que je veux dire? Ils incarnent le personnage, leur corps s'exprime, mais c'est un rôle. Et en fait, c'est surtout ce qu'on ne veut pas quand les gens communiquent. Et on a eu des très beaux exemples de discours dans les précédentes campagnes présidentielles où on avait tout d'un coup des hommes et des femmes politiques qui jouaient un rôle sur leur discours. Tout d'un coup, ils s'agitaient comme des pantins. On leur disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris des cours de communication et on leur a dit qu'il fallait faire comme ça. Et donc, ça respirait pas l'authenticité. D'accord? Et donc, en travaillant avec des gens du théâtre, ben, effectivement, il y a cette histoire de, ben, finalement, on va énormément jouer sur cette posture du corps, la manière de se dire, la manière de jouer ce rôle. Sauf que le problème, c'est qu'un bon communicant, c'est pas quelqu'un qui joue un rôle. C'est quelqu'un qui reste aligné et authentique avec qui il est et le message qu'il veut communiquer. On fait aussi appel à des coachs vocaux et on a fait appel à moi en tant que tel
Alors, on fait moins après là des profs de chant parce qu'on se dit, pff, bon, on va peut-être pas faire chanter les salariés, c'est pas ça. Et encore quoique, il y en a qui font ça. Sauf que monter une chorale d'entreprise, c'est un projet super cool. Et si vous êtes coach vocal, vous pouvez aller monter des chorales d'entreprise, c'est très à la mode. Mais sauf que c'est pas de dire à tous les salariés, vous imaginez les salariés, c'est quand même vachement intimidant. Et tout d'un coup, on leur dit, hey, tu sais quoi, vous allez chanter ensemble. Waouh, 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 faut qu'on chante ensemble. D'accord, avec mon chef, faut que je chante là aussi. Ok. Bon, mais c'est pas de chanter une chorale d'entreprise qui va les aider à être beaucoup plus à l'aise dans leur prise de parole et leur communication. Et quand on intervient en tant que coach vocal, ce que j'ai pu faire moi à une certaine époque, bah, on intervient sur quoi? Sur poser sa voix. On intervient sur la voix. Parce que le coach vocal, son travail, c'est d'exercer la voix. D'accord? Le son de la voix. Et là, vous êtes en train de comprendre, en fait, du coup, le hic qu'il y a aujourd'hui entre les besoins qu'ont les entreprises et des propositions qui leur sont faites en face. Après, on a les profs d'éloquence. Vous avez tous ces concours. Les concours d'éloquence, c'est très à la mode, Toastmaster, etc. Il y a des concours d'éloquence. On apprend là-dedans la rhétorique. La plupart du temps, les hommes politiques travaillent ça, l'éloquence, la rhétorique, arriver à retourner la situation. Et ça, c'est quoi? Mais ça, c'est le choix des mots. Ça, c'est bien choisir les mots. C'est justement ce que ChatGPT nous fait aujourd'hui. Choisit les mots. Il nous écrit des discours. Et donc là, on voit bien que je peux avoir beaucoup de verbes, comme on le dit dans les mots que j'utilise. Mais est-ce que je saurais le faire avec un ton de la voix qui est raccord et qui correspond au message que je fais passer? Est-ce que je saurais le faire avec une posture et une incarnation de cette communication dans mon corps? C'est pas sûr si j'ai juste les mots. Et donc on le voit aussi sur des discours qui sont écrits par des plumes. Donc on fait appel à des ghostwriters, des plumes hein, qui écrivent des discours, qui sont des gens très lettrés, qui écrivent des discours magnifiques. Puis après, on donne ça à la personne, puis on dit, voilà ton discours. Mais la qualité du discours, elle ne dépend pas juste du choix des mots, on est d'accord. Elle dépend de l'orateur qui est en face, et donc de comment il utilise sa voix, comment il module sa voix, comment il joue avec sa voix, et comment il se positionne dans l'espace avec son corps, etc. Et donc finalement, il y a très peu, pour dire aucune formation, qui forme à ce métier de coach en prise de parole en public, qui intègre ces différents aspects. Et c'est ce sur quoi je voulais vous alerter ce soir et vous partager du coup vraiment le potentiel qu'il y a dans cette activité. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la prise de parole en public, euh, je ne sais pas si vous connaissez le mot, mais ce à quoi les gens sont confrontés, c'est ce qu'on appelle la glossophobie. Qu'est-ce que c'est que cet horrible mot? Glossophobie. La glossophobie, c'est tout simplement la peur de parler en public. Et c'est pas de dire, OK, tu sais pas taper sur Excel ou sur Word, je vais t'envoyer dans une formation prise de notes et tu vas savoir prendre des notes. OK. Les gens ne sont pas traumatisés de prendre des notes, ils n'ont pas peur de prendre des notes, c'est juste qu'ils savent pas comment prendre des notes et ils font des leçons de ça. Le problème, c'est que quand les entreprises envoient leurs salariés ou quand des chefs d'entreprise font appel à des experts pour travailler leur prise de parole en public, si j'ignore la glossophobie et donc cette peur potentielle viscérale qui peut les animer de dire moi parler en public vraiment c'est pas ma tasse de thé, je peux leur donner tous les outils de la terre, ça marchera pas parce que j'aurais pas traité une peur qui est de prendre la parole en public. Il y a des gens qui disent que euh, ils en ont plus peur que de la mort pour certaines personnes. Pour eux, c'est encore, ça crée vraiment de l'anxiété, ça leur fait vraiment peur. J'ai travaillé avec des étudiants en école d'ingénieur, j'ai travaillé avec des étudiants en lycée et en lycée professionnel, et c'était un vrai sujet, mais c'était un vrai sujet profond, quoi, mais ça me fait flipper, quoi. Ok, mais là, pour décrocher, pour avoir ton CAP, il faut que tu fasses un stage. Ben, je sais, chef, mais le problème, c'est que pour avoir le stage, il faut que je passe des entretiens. Et moi, juste prendre la parole pour des entretiens, ça me fait flipper. Mais ça veut dire quoi du coup que tu vas pas y aller? Tu sais que 82% des recruteurs, c'est un chiffre que vous avez ici, disent que c'est un critère éliminatoire à l'embauche. Le fait que la personne puisse pas mener l'entretien avec aisance. Vous imaginez? Et donc avec ces jeunes-là qui passaient le CAP, qu'est-ce qu'on a fait? On a bossé ce truc-là de manière à ce qu'ils soient à l'aise,
et qui comprennent que ils sont l'opportunité pour le recruteur, parce qu'ils sont les forces vives de demain, et que les entreprises, elles ont besoin d'eux, et que c'est peut-être moins l'inverse, contrairement à ce qu'ils pensaient, et que de travailler cette prise de parole et d'être plus à l'aise. Ils ont un mot d'ailleurs, c'est pas à l'aise, c'est, ah, je sais plus, c'est un jargon, mais bref, c'est pour dire qu'en gros, ils sont calés, quoi, ils sont à l'aise. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes, j'en ai recroisé 2 ans après, ils m'ont dit, waouh, chef, parce qu'ils m'appelaient chef, je sais pas pourquoi, waouh, chef, j'ai passé mon entretien, franchement, doigt dans le nez, j'étais trop à l'aise, tac, tac, tac. J'avais 3 propositions de boîtes pour mon CAP qui voulaient me prendre en apprentissage. Donc, c'est moi qui ai choisi. Ils étaient tellement contents. Et je dis, OK, et ça, qu'est-ce que ça change pour toi? Il dit, mais ça change quoi? Ça change que maintenant, je vais être payé. Je vais pouvoir mettre de côté pour mon permis. Ça veut dire que je vais pouvoir bouger. Ça veut dire que peut-être que je vais pouvoir me mettre en couple. Ça veut dire et juste sur ce truc-là qu'on avait travaillé en préalable de leur CAP, ils étaient en train de tout d'un coup rêver leur vie, de dire, hey, je vais pouvoir m'installer, m'avoir un petit chez moi, avoir mon boulot, mon machin. Juste pourquoi? Parce qu'on a débloqué cette peur de prendre la parole en public et que ça allait les poursuivre toute leur vie et qu'il y a bien des gens qui choisissent leur métier par défaut pour pas avoir à parler aux gens. C'est dommage. Alors qu'ils ont une super expertise et qui mériteraient beaucoup d'être entendus, peut-être plus que certains qui parlent beaucoup pour pas dire grand-chose, juste à cause de cette histoire de glossophobie de prise de parole en public. Euh, je fais, je fais une mini pause à ce stade-là dans la présentation. Est-ce que ce que je vous partage, ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires. Vous pouvez, on n'est pas très nombreux, hein, vous pouvez même activer vous pouvez même activer comment dire, votre micro hein, si vous souhaitez donner de la voix, mais ça va vous confronter à votre propre peur de prendre la parole en public dans ce Zoom. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, hein, de toute façon, hein. Yes, Kathleen. Et tu Moi, je es vais pas avoir peur de parler, hein. Et en plus, tu es sur la bonne voie pour avoir Ouais. tous les outils pour pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là ce soir, hein, comme tu te Ouais. doutes. Parce que là, ça me parle complètement tout ce sujet. Et puis, ce que tu viens de dire, bah oui, de toute façon, on sait bien que c'est la peur, les gens, s'ils ont peur de parler, je pense que. Alors, il y a sûrement un problème, traumatisme sous-jacent et peut-être aussi des croyances, peut-être aussi. Tu sais, Oui, tu dois pas oui, oui, parler, t'es un enfant, tu sais, quand t'es enfant, on bien t'interdit sûr, de parler. bien sûr. Donc voilà. Et après, bon, bah, après, c'est à l'humain et au coach aussi de faire prendre conscience de tout ça. Tout à fait, ouais, exactement. Et c'est pour ça que si je dis que, ok, j'accompagne quelqu'un en prise de parole en public, mais que je fais que la partie théâtre, ou que la partie éloquence, ou que la partie voix, je sais que le travail va être hyper partiel parce que déjà, dans ces 3 directions-là, j'ai pas traité la peur. Bah oui. Et donc, c'est là où le coach peut vraiment apporter une plus-value. Et c'est là aussi où, bah voilà, ce que je mets en place à travers la Public Speaking Factory, c'est dire, mais finalement, il faut qu'on aille traiter tous ces sujets-là parce que c'est toutes les pièces d'un puzzle qui font que bah, on va voir qu'un petit bout du truc si on ne s'intéresse pas à tout ça. Cool. Et je vois des petits pouces. Ok, ça marche très bien. Ok, bon, je vois que ça vous parle. Donc, cette affaire de glossophobie, c'est quand même quelque chose qui est très important à prendre en compte, hein. Caroline nous dit, dans les pays anglo-saxons, les enfants sont habitués, ouais, dès petits à prendre la parole devant leurs camarades, tout à fait. Et en France, non. Et pourtant, l'oral est très important. Ouais, et moi, j'ai des gens qui m'ont appelé au lycée en disant, oh, mauvaise nouvelle, maintenant c'est éliminatoire, l'oral du bac, il est éliminatoire. Ah bon? Et on a décrété ça quand? Bah, il y a 3 mois. Ah bon? Et vous avez eu des cours de... Eh ben non. Donc oui, oui, c'est vraiment une compétence qui est un cadeau pour les enfants. C'est une compétence où aujourd'hui, voilà, dans dans les coachs que j'ai pu accompagner, il y a des gens qui travaillent avec la préparation aux grands examens. Vous savez, étudiants qui, au niveau bac+2, donc post-prépa, à un moment, ils ont des concours et peut-être ils vont choisir HEC ou ils vont choisir telle école ou telle école. Et en fait, sur ce choix-là, ils jouent leur carrière. C'est-à-dire que bah, soit tu es pris dans telle filière, tu y vas, soit tu n'es pas pris. Bon, bah, solution de repli, je vais aller faire autre chose, mais c'est un second choix. Et évidemment, dans les critères de sélection, bah, il y a cette aisance à prendre la parole. Et c'est pour ça que de plus en plus de parents qui peuvent en avoir les moyens, quand ils disent, bon, là, on mise quand même sur notre enfant, on va lui financer, l'aider sur 5 ans d'études.
bon, bah, ça serait bien quand même qu'il atterrisse dans les études qu'il a envie de faire. Et c'est pour ça que les gens vont investir 800 1000 euros sur bah, de la formation intensive de prise de parole pour que leurs enfants, qui ont 20, 22 ans, soient à l'aise et puissent faire une différence du coup en entretien. Euh, cool. Donc, le paradoxe, je vous le disais, c'est que bah, il y a de plus en plus de budget qui est alloué, il y a de plus en plus de demandes, etc. Mais on n'a pas plus de gens qui sont formés en face. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, j'ai lancé l'année dernière la Public Speaking Factory, donc qui est une approche que j'ai voulu holistique, dans le sens où, ben, au lieu de travailler de manière silotée, c'est-à-dire de dire, OK, tiens, je vais prendre des cours de théâtre, ça va m'aider, ou alors je vais prendre des cours de chant pour poser ma voix, ou je vais prendre des cours d'éloquence, de dire, ben non, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas former des professionnels de l'accompagnement qui soient à l'aise là-dedans, qui soient à l'aise aussi bien dans la posture, qui soient à l'aise à aider les gens au niveau de leur voix, qui soient à l'aise à aider les gens au niveau du choix de leurs mots. J'ai vu aussi dans le monde de la communication beaucoup de coaching à l'intuition. Donc, pas du coaching en fait, c'est juste que c'est des gens qui sont très à l'aise dans la communication et qui du coup donnent des conseils, qui donnent des conseils sur comment eux ils font pour être à l'aise, pour bien communiquer. Mais ça, c'est pas du coaching parce que ça veut dire que c'est très dépendant de leur intuition, de leur état de forme, de savoir s'ils aiment bien la personne qu'ils accompagnent, etc. Là où on a mis en place dans la Public Speaking Factory, donc le protocole ISPO, et donc on applique ce qu'on appelle le double ISPO. Pour les personnes qui ont étudié le ISPO, là, vous allez voir du double ISPO parce qu'on a deux couches. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un GPS. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vous dit, voilà, moi, j'ai besoin de travailler ma prise de parole. OK, on va faire un état des lieux. Et de cet état des lieux, vous avez un GPS. Et là, vous avez la carte, le GPS, de dire, OK, il faut qu'on avance là-dessus, il faut qu'on avance là-dessus. C'est pas au pif, quoi. C'est pas à l'intuition. Et ça, c'est important parce que si une entreprise, elle paye pour former ses salariés et que les salariés, quand ils reviennent, ou les chefs d'entreprise qui se forment, quand ils reviennent, ils sont contents, ils ont appris plein de choses sur la communication, mais ils ne sont pas des meilleurs communicants, bah, on a perdu de l'argent. Je veux dire, on a perdu de l'argent, vous avez perdu votre temps, vous avez été payé pour un truc. Donc il faut absolument que, en tant qu'accompagnant en prise de parole en public, vous fournissiez du résultat aux personnes qui viennent vous voir. Hein, rendez-vous compte quand les parents ils misent pour leurs enfants en disant je mise sur une coach pour qu'ils soient bien préparés pour les oraux des grandes écoles, eux ils achètent du résultat. Hein, c'est pas j'ai appris plein de choses sur la prise de parole. Non, 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 non. On veut que les examens ça se passe. Euh, et là, la personne à laquelle je pense, elle a mis une garantie en disant aux parents, vous savez quoi? S'il rate son examen et qu'il passe au rattrapage, je l'accompagne gratuitement jusqu'à ses rattrapages. Pourquoi la personne, elle peut se permettre de faire ça? Parce qu'elle travaille avec une méthode, parce qu'elle est sûre de ses résultats. Euh, dans la plupart des approches qu'il y a sur la prise de parole, donc que ça soit théâtrale, chantée, éloquence, etc., à aucun moment on parle de modèle économique. Mais si à un moment vous vous dites, OK, je veux me lancer ou je veux compléter mon offre d'accompagnement en coach en prise de parole en public, vous ne vendez pas des cours de théâtre, vous ne vendez pas des cours d'éloquence ou des cours de chant. Non, vous vendez une nouvelle chose. Vous la vendez pas forcément, vous la proposez pas forcément à des particuliers, vous la proposez à des dirigeants, des chefs d'entreprise, le monde du travail. Et ça, bah, ça a besoin d'être expliqué. Vous avez besoin, en tant que coach en prise de parole, d'avoir un modèle économique, de comprendre comment fonctionne ce milieu-là, quel type d'offre on peut faire, quel type de tarification on peut appliquer, comment on peut approcher les gens, etc., pour les aider. Et donc, j'ai mis ça dans la Public Speaking Factory parce que pour moi, ça n'aurait pas de sens de donner à des gens des compétences. Bon, bah super, maintenant vous pouvez coacher les gens et dire, oui, mais chef, comment je gagne ma vie avec ça? Ah oui, j'ai oublié de te dire, oui, c'est pas des cours de chant. Mais non, c'est pas comme des stages de théâtre. Parce qu'en fait, si tu proposes des stages de théâtre ou des stages de prise de parole, les gens vont te dire, ouais, mais moi, je travaille, j'ai pas le temps, etc., etc. Donc, il y a tout un modèle économique du coup à comprendre si vous voulez vraiment pouvoir vivre de cette activité. Vivre ou compléter une activité que vous avez aujourd'hui. Euh, dans la plupart des accompagnements aussi qui aujourd'hui sont sur le marché, il n'y a pas cette approche psychologique. Première raison, c'est que les gens ont peur. Les gens me disent dans le théâtre, oui mais attends, moi je suis pas psy. Ça tombe bien parce que les gens avec qui on travaille ne sont pas nos patients. D'accord? Donc on n'est pas dans cette relation-là. Par contre,
qu'on puisse avoir besoin d'une compréhension de l'état d'esprit de la personne, etc., oui, évidemment que ça peut faire une différence. Et c'est pour ça que dans l'approche de coaching, en tout cas que je diffuse dans la Public Speaking Factory, on travaille ce mindset, cet état d'esprit, on travaille sur le sujet de la peur de prendre la parole. Parce que sinon, je peux donner les meilleurs outils du monde. Si la personne est toujours bloquée dans sa tête ou dans une histoire ancienne, dans une croyance ou dans une peur panique de la prise de parole, ce qu'elle va faire, c'est que si je n'ai pas cette approche psychologique, elle va encore plus se culpabiliser en disant j'ai acheté, je me suis formé, j'ai fait du coaching en prise de parole et je suis vraiment si nul que ça que je suis toujours pas capable de prendre la parole en public. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas traité la peur. Et c'est pour ça qu'on voit ça dans la formation, parce qu'il faut qu'on traite la peur. C'est important. Et puis la dernière chose, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de structure, souvent les gens, parce qu'ils sont très forts, hein, dans le théâtre très fort, ou dans le chant très fort, dans l'éloquence très fort, bah, ils perdent un petit peu l'aspect enseignement, transmission, qui demande de la structure. Si je veux transmettre des connaissances et des compétences, il faut que je les structure. Sinon, ce n'est pas digeste pour le cerveau de la personne qui est en face. Hein, si je lui dis, bah, tu sais, ton pitch, il faut qu'il soit efficace. Quand on fait un pitch, il faut que ça soit court, il faut que ça soit efficace. Franchement, il faut que tu bosses ton pitch. Il faut que ça soit court, il faut que ça soit efficace. Merci du conseil. Mais après ça, je fais quoi? Versus, on va travailler ensemble une structure de pitch en 6 étapes qui va faire que quand tu vas parler, ça sera court, ça sera efficace et droit au but pour les gens. Ah, cool, il y a une structure. Ben merci, on va suivre le guide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi dans cette formation des fiches, des templates, des blocs, de la structure pour que ça soit bah, facile, vous déjà, à appréhender ces outils-là, mais aussi facile à les utiliser avec vos coachés, vos clients, les personnes que vous accompagnez, parce que bah, dès qu'il y a de la structure, de la pédagogie, etc., c'est toujours beaucoup plus facile. Euh, donc, la prochaine cohorte de formation, démarre donc en septembre. On a la première session qui est le 7 septembre, si je ne me trompe pas. C'est un programme qui est condensé, hein, c'est de septembre à décembre. Ça veut dire que pour les personnes qui se disent, bah, tiens, je voudrais pouvoir moi exercer là-dedans, ça veut dire que fin d'année, vous êtes opérationnel, vous pouvez exercer professionnellement cette activité et vous pouvez l'exercer avec une certification puisque nous sommes un centre de formation professionnelle et donc les formations qu'on délivre sont certifiantes. Vous avez donc 12 modules thématiques dans l'espace membre. 6 sessions de supervision en direct. Pourquoi? Parce que moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est vous, vos capacités à prendre la parole en public. Et donc, je veux pouvoir faire de vous, bon, c'est un peu peut-être présomptueux de dire ça, mais des super communicants. Parce que si vous devenez déjà des super communicants, vous devenez votre propre pub, vous devenez votre propre produit. Si je vous proposais une formation en prise de parole en public et que là j'étais en galère derrière mon Zoom à faire je sais pas, machin, vous diriez, ouais, c'est toujours un peu le cordonnier qui est le plus mal chaussé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je me suis challengé, fin juillet, je vais faire une intervention chez Ferrari. Donc je me challenge parce que pour moi, c'est facile d'animer là, des conférences sur Zoom. C'est facile en français d'animer des conférences, d'accord? On va dire que j'ai les compétences pour le faire. Par contre, le faire en anglais, dans ma langue qui n'est pas natale, de le faire devant un public étranger et de le faire chez Ferrari, dans le sein du sein de l'industrie automobile du top de la compétition, ah, là, je me suis mis une petite barre, d'accord? Je me suis challengé. Mais pourquoi? Parce que je me dis, bah attends, si moi je dis aux gens, vous savez quoi, on peut se challenger, on peut dépasser cette peur de la prise de parole, etc., et que moi, je me challenge pas, et que moi, je prends pas la parole, et que moi, je machin, je me dis, bah attends, tu es quand même un peu un mauvais ambassadeur de ce que tu prônes. Et c'est pour ça que dans ces supervisions, et on fera des exercices ensemble, etc., non seulement vous apprenez à coacher, c'est-à-dire à intégrer une personne en face de vous pour l'aider à avoir cette compétence de prise de parole, mais la première chose qu'on va faire, et on va le faire en même temps, c'est vous, vos qualités de preneur de parole. Ce qui fait que vous avez compris que vous n'allez pas avoir forcément besoin de faire beaucoup de marketing, parce qu'il va juste vous
suffire de prendre la parole dans certains espaces. Et les gens vont dire, bah oui, c'est clair, Kathleen, j'ai envie de bosser avec elle. Je veux dire, ce qu'elle me dit, elle en est la preuve, elle en est sa propre preuve. On a donc des templates, des fiches récap, etc. On a un espace membre dans lequel on échange. On a une communauté du coup de coachs formés. Et vraiment, l'idée, c'est un truc d'humain à humain. Donc moi, je mets beaucoup de valeur à ce que dans l'espace membre, on puisse communiquer, se présenter, se challenger, s'encourager, etc. Se faire des feedbacks constructifs, d'accord? On n'est pas là pour tailler les gens. Et donc cet aspect communautaire, il est vraiment important. Donc les modules, comme je vous l'ai dit, c'est très appliqué. Je ne suis pas là pour occuper votre temps ni pour occuper mon temps. Et c'est pour ça que moi, je veux aller droit au but. Pourquoi? Parce que comprenez un truc, c'est que la prise de parole, la prise de parole en public, ce n'est pas une passion pour les gens qui vont venir vous voir. D'accord? C'est une compétence nécessaire pour leur activité. À l'inverse, des gens qui font des fois du théâtre ou qui prennent des cours de chant, c'est une vraie passion. Donc eux, ils vont avoir envie de faire 1 an de cours de théâtre, 2 ans de cours de chant. C'est une passion. Pour eux, ils aiment faire ça. Dans la prise de parole en public, les gens veulent du résultat rapidement. On veut aller droit au but, on veut être efficace. Et c'est pour ça que j'ai construit aussi ce programme. Pas en 8 mois, en 9 mois, en machin, on a 3 mois, d'accord, pour faire de vous des bons coachs en prise de parole en public et que vous ayez cette capacité vis-à-vis de vos clients parce qu'on va travailler de manière efficace, on ne va pas s'embarrasser avec la littérature et l'histoire de la prise de parole. Ça, on s'en fout, d'accord? À la fac, ils font ça, mais nous, on s'en fout. Nous, on veut être très efficace, droit au but. Parce que les gens vont vous payer pour de l'efficacité des résultats que vous leur apprenez. Parce que ce n'est pas une passion, ils veulent y passer le minimum de temps pour le maximum de résultats. Vous comprenez cette logique, cette différence entre l'activité passion et plus c'est long, plus c'est bon, d'accord? Et à l'inverse, le truc, bon, là j'ai besoin de ce truc-là. Comment je fais pour avoir, comment dire, le maximum de résultats, quoi, en un minimum de temps. Yes, ok, Caroline, ça vous parle? Ok, super, cool, cool. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que prochain démarrage, c'est donc le 7 septembre pour la première session de supervision. Les modules sont prêts. Si vous voulez démarrer tranquillement, pas vous mettre la rate au courbouillon, vous pouvez commencer à entrer voilà, cet été tranquillement pour commencer à visionner des modules avant de rentrer dans les supervisions directes. Tarification, du coup, tarification de ce programme, donc 3 700 €. Les tarifs vont réaugmenter en janvier. Donc, j'avais annoncé qu'ils augmentaient au 1er mai. Ils vont réaugmenter en janvier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aligne, je dirais, sur le marché donc de la prise de parole en public en tant que centre de formation professionnelle. Et on a des barèmes, etc. Donc, aujourd'hui, profitez-en. Ce tarif, il est de 3 700 € pour le démarrage en septembre. Pour vous donner un ordre de grandeur, est-ce que ça va vous coûter de l'argent? Est-ce que vous allez perdre de l'argent? Est-ce que ça va être long à rentabiliser, etc. Un accompagnement en prise de parole classique, d'accord? Un truc pas d'extra, un truc classique, alors classique dans la normalité qu'on crée dans la Public Speaking Factory, vous vendez ça facilement 1 500 €. D'accord? Aujourd'hui, c'est les chiffres du marché. Un accompagnement classique. Donc, c'est pas un accompagnement de haut vol. D'accord? Il y a des personnes qui vont vous demander de l'accompagnement plus de haut vol, avec peut-être préparation de la conférence, etc. Mais un format classique, 6 sessions de coaching, d'accord? Ça vaut sur le marché 1 500 €. Et ça se vend facilement, ça, d'accord? Compte tenu de la demande qu'il y a et du peu de personnes qui peuvent répondre à cette demande en disant, bah, vous savez quoi, en très peu de temps, je vais vous coacher à la fois sur votre corps, à la fois sur votre voix, à la fois sur les mots, etc. Donc vous avez compris que avec 2 ou 3 contrats, vous remboursez directement l'investissement de ce programme. Donc c'est toujours important aussi de calculer comme ça, pour vous, un retour sur investissement. Pourquoi? Parce que les gens qui vont venir vous voir vont calculer comme ça. Vos clients qui sont dans l'entreprise vont vous voir et typiquement, ils vont dire, bah voilà, moi je suis chef d'entreprise et je sais que quand je prends la parole, je vends. Je vous donne des exemples. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Legend.
qui est la, je crois que c'est la chaîne YouTube, le podcast numéro un en France. Euh, un chef d'entreprise qui se fait interviewer sur cette chaîne peut, compte tenu de l'audience qu'il y a, il peut gagner peut-être 100 000 clients dans la semaine. Vous imaginez, hein, la chaîne YouTube est tellement exposée à tellement d'audience qu'un chef d'entreprise qui parle de son activité sur cette chaîne YouTube, il peut gagner 100 000 clients. Imaginez que vous l'aidiez à améliorer sa prise de parole de 10%. D'accord? Je ne vous dis pas de doubler ses compétences en prise de parole, mais d'améliorer ses prises de parole de 10%. Ça veut dire que peut-être qu'au lieu d'avoir 100 000 clients, il va peut-être avoir 110 000 clients parce qu'il aura été plus convaincant dans sa prise de parole. Ouais, mais les clients, c'est des abonnements à 1 000 € qu'ils achètent. Donc, 10 000 clients en plus à 1 000 €, ça fait combien de zéros ça? Combien ça fait de zéros? Attends, je vais vous dire. Kathleen, tu dis 100 000, mais non, ça fait plus. 10 000 clients qui payent 1 000 € chacun en plus. Ça fait 10 millions. Ça fait 10 millions d'euros en plus. Vous imaginez juste pour une augmentation de 10% de sa capacité à être plus à l'aise en prise de parole. T'as oublié 3 zéros, ouais. Alors attention, Kathleen, quand tu vas faire ta tarification. Donc, regardez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si même vous pouviez dire à ce chef d'entreprise, tu sais quoi, je vais améliorer tes capacités de communication de 5%, ce qui, enfin, je veux dire, juste la personne, elle vient vous voir, elle va doubler ses qualités, ses compétences de communication, d'accord? Mais lui, il a la personne en tête, lui, il a les chiffres en tête de se dire, attends, ma prochaine conférence, c'est peut-être 5 à 10 millions de plus de ventes. C'est combien ton accompagnement? 6 000 €? Je prends. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est la même chose pour vous, hein, en tant que coach en prise de parole. Là, il y a un investissement de 3 700 €. Ben, je vous donne les chiffres, l'état du marché, comme ça vous donne voilà, un ordre de grandeur. Une prestation à 1 500 € se vend facilement en prise de parole, sans que vous soyez connu ou quoi que ce soit, d'accord? Juste par le fait, parce qu'il y a tellement peu de monde sur le marché que c'est très facile. Donc voilà, en 2,2 clients, vous pouvez rembourser cet investissement. Question, je vais garder encore 5 minutes pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi justement, j'en ai une là. Tu Oui, penses qu'on peut être optimal au bout du combien de modules? euh, c'est pas un nombre de modules, c'est un nombre d'exercices faits, D'accord. un nombre de répétitions. C'est-à-dire que par exemple là, on a un exercice sur le pitch, ben, tu peux poster 10 versions de ton pitch dans l'espace membre. Et ben c'est clair que la 10e version sera forcément meilleure que la première. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est une super question, Kathleen, parce que c'est ce que vous allez faire aussi avec vos élèves. Alors attends, je vais tenter un partage d'écran. Attends, je suis joueur, je retente mon partage d'écran. C'est parti, c'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est ce que je disais aux étudiants. Imaginez ici, il a son premier rendez-vous de candidature. Et lui vient, et pour lui, c'est aussi la première fois qu'il se présente. Est-ce que quand vous faites quelque chose la première fois, vous êtes bon? Est-ce que quand vous faites la chose de la première fois, vous êtes confiant? Si par contre, quand j'arrive à ce premier rendez-vous, pour moi en vrai, c'est la 10e fois que je le fais parce que je me suis entraîné des dizaines de fois à faire ce rendez-vous, eh ben, on n'a pas deux chances de faire une première bonne impression. Donc si moi je viens au rendez-vous avec mon recruteur la première fois, que je fais ma conférence la première fois, en vrai pour moi, c'est mon 10e rendez-vous,
bah forcément que je ferai meilleure impression que comment dire, que si c'est la toute première fois. Donc, Kathleen, je t'invite, du coup, voilà, à te faire des tests, filmer, etc. Et on va voir ça ensemble, on va pouvoir le débriefer. Caroline, le contenu détaillé, oui, oui, tout à fait, Caroline. Je peux t'envoyer le contenu détaillé totalement. Les sessions, alors, il y a une partie de formation que tu suis à ton rythme, à l'heure qui te chante. On a une application, ça marche sur tablette, sur téléphone, sur ordi. Tu peux écouter ça dans ta voiture quand tu veux. Et on a une partie, les sessions de supervision, qui se font en direct. Et donc ça, c'est... bah, il y a les dates dans les plaquettes. C'est les mardis de 18h à 20h, si je ne me trompe pas. Mais on peut tout à fait, Caroline, je peux tout à fait t'envoyer la plaquette. Il faut juste que, eh ben, je prenne peut-être ton mail pour te l'envoyer. Tu peux m'envoyer si tu veux le mail en privé ou peut-être Dominique, tu peux recueillir le mail de Caroline. Euh, autre question, autre question. Donc on t'enverra la plaquette comme ça tu auras tout. Oui, autre question. Il y a des personnes des fois qui se disent, oui, mais moi je suis pas chanteur, je suis pas comédien, je suis pas orateur, je viens pas de la communication. Et ça va être votre avantage. Pourquoi? Parce que les gens qui sont artistes, et moi je l'ai vécu avec des gens qui viennent du monde du théâtre, et donc qui sont déjà très artistes, très dans le théâtre, etc., bah, c'est un piège pour eux, parce que se défaire de ce truc de dire, attends, t'es pas sur scène là, t'es pas, t'en fais trop. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc des fois ça peut être plus facile pour des gens qui viennent pas forcément du monde du théâtre, du monde de machin, dire, moi, c'est moi, je suis pas une bête de scène et tout. Tant mieux, ça sera peut-être plus facile pour construire. Si vous venez de ces milieux-là, Limite, tant ils se mieux. confrontent à eux-mêmes et ça peut être difficile pour eux. Oui, exactement. Et donc c'est pour ça que voilà, ne vous bloquez pas en vous disant oui, mais attention, moi c'est pas mon univers, etc. Vous avez tout ce qu'il faut dans la formation pour être des bons accompagnants. Et c'est pas lié à ce que vous faisiez avant, etc. Il y a des gens qui ont vaincu leur glossophobie dans le programme. Pour vous dire, des gens qui se disaient ah, j'ai vraiment envie de faire ça, mais en même temps, je flippe quand même de prendre la parole. Et en fait, ça a été vraiment leur plus beau cadeau. Au-delà de rajouter une corde à leur arc professionnel, c'est leur plus beau cadeau, c'est maintenant d'être à l'aise, de pouvoir communiquer sur les réseaux, de faire des vidéos, de machin, des interviews, de podcasts, etc. Trop bien. Euh, autre question. Est-ce que vous avez... dites-moi. Oui, il y avait un sujet aussi par rapport, mais je vous en ai parlé, hein. Si vous dites, oui, mais attends, moi je suis pas psy, la peur de parler en public, etc. Tous les sujets de l'état d'esprit ne demandent pas forcément une thérapie, d'accord? Là, on est sur des sujets, donc vous avez dans la formation des protocoles de coaching, donc c'est des protocoles de désensibilisation et de dissolution de croyances qui sont largement suffisants, d'accord, pour aider une personne qui a la peur de prendre la parole en public. Si c'est pas suffisant, donc là, ça veut dire qu'en effet, votre rôle s'arrête et que la personne a peut-être besoin, elle, d'un thérapeute, là, pour le coup, parce que du coup, il n'y a pas que ça, il y a aussi autre chose, certainement, autour, vous voyez? Mais c'est assez rare, en fait, hein. Donc, vous pouvez toujours réorienter si vraiment vous tombez sur un cas. Mais sinon, pour la peur, en général, la peur de parler en public auquel les gens sont confrontés, vous allez voir que les outils de dissolution et d'atténuation sont largement suffisants. Et... Oui, mais ça demande quand même un très gros questionnement sur soi-même, hein, j'ai remarqué, hein. Parce que j'ai déjà regardé les premiers replays là Oui, et en fait, c'est une sacrée analyse de soi-même quand même. Après, bon, moi, ça va, j'ai pas ce problème-là, mais je suis d'accord, c'est pas psychologique, mais de oui, s'auto-analyser, ben, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'y arrive pas. oui, mais c'est pour ça que c'est important, toi, d'avoir cette énergie de groupe, de faire le programme ensemble, Mm. parce que ça crée cette dynamique de on peut le faire ensemble, on peut s'entraider, on peut être nos propres cobayes et coacher les copains, les copines et machin, toi, et avancer chacun à son rythme sur Mm. effectivement nos propres difficultés, parce que plus vous allez avancer, pousser les portes, les murs, etc., bah, en réalité, plus vous allez être crédible, plus vous allez avoir de l'entrain aussi à coacher les gens, parce que ce qui rend les coachings difficiles, c'est quand le coach
à la croyance que du coup, c'est pas possible. Ah oui, d'accord. Tu vois, et si on commence à se dire, non, mais en fait, il y a des gens qui sont doués pour ça, il y a des gens qui sont pas doués pour ça, et moi, tu sais quoi, en tant que coach, je travaille que avec des gens qui sont doués. Alors attends, il y a un petit problème du coup, parce que ça veut dire que qu'est-ce que tu fais des gens? C'est quoi cette catégorisation? Si par contre la personne se dit, ok, moi je pense que tout le monde peut arriver à un moment à être à l'aise dans sa prise de parole. Après, il y a des gens qui iront plus ou moins loin en fonction de leurs affinités là-dedans, mais qu'on peut aider globalement tout le monde. Bah, c'est pas du tout la même posture, toi, c'est pas la même. T'abordes pas les coachings de la même manière. Et quand soi-même on dépasse ses propres peurs, bah forcément que ça nous renforce cette croyance que de dire, bah tu sais quoi, moi aussi j'avais des peurs, moi aussi j'ai eu des trucs que j'ai dû bosser. Exactement. Et donc, bah, on peut le faire aussi ensemble. J'ai du coup cette croyance pour toi qu'on peut le faire, tu vois, pour Bon, ton de toute coaching. façon, comme tu l'as très bien dit, il faut soi-même déjà être son propre coach Oui, avant de pouvoir se prétendre, avant de pouvoir prétendre coacher quelqu'un. Parce que je pense qu'en effet, si toi-même, t'as pas soigné, bah, compris tes propres traumatismes, on va dire entre guillemets, oui, oui, tu peux pas aider les autres à avancer d'une certaine manière, sans pourtant dire, moi j'ai fait comme ça. Comme tu as dit tout à l'heure, faut pas que ce soit un accompagnement euh, à l'intuition. Au contraire, et là je t'accompagne complètement et je suis complètement d'accord avec ça. ouais, C'est pas parce qu'on ressent les choses, parce qu'on a fait les choses, ça a fonctionné pour nous, que ça va fonctionner comme ça pour la personne. Et oui, complètement savoir s'adapter et faire ce qu'il faut en retour, quoi. ouais. Cool. Bah écoutez, je suis content d'avoir pu vous partager ça. J'ai prévu de redonner quelques conférences comme ça. Donc déjà, peut-être que, est-ce que déjà cet état du marché sur les chiffres, l'état des lieux, de voir que c'est une compétence finalement qui est en train de devenir avec la créateur économie une compétence de plus en plus demandée. Est-ce que vous aviez un peu cet état des lieux du marché ou est-ce que vous découvrez ou est-ce que vous le sentiez, mais finalement, comment ça se passe pour vous par rapport à ça? Alors moi, je le découvre, mais ça me conforte dans mon projet pour le coup. Trop bien, trop Bah bien. oui, puisque tu sais que moi, c'est mon projet de justement de cibler les entreprises derrière pour Eh ben oui, me proposer ouais. un coach vocal en voix parler, justement. Et Caroline, tu dis, toi, ça valide une intuition. Ok, ok, cool, cool. Bah, je vous ferai, voilà, j'ai prévu de faire une ou deux autres conférences comme ça pour vous donner aussi des clés, vous donner des infos par rapport à ça. Ça s'approche pas comme le chant, c'est différent. Enfin, il y a plein de subtilités en fait, et c'est ça qui fait que vous allez avoir une vraie plus-value. Parce qu'effectivement, on l'a dit, ok, je peux être à l'aise dans le théâtre, oui, mais quand je suis manager, j'endosse pas un rôle. Si j'endosse un rôle, les gens vont sentir que je suis pas humain, que je suis pas authentique, que je suis pas aligné. Vous voyez, si je fais vite des raccords. Moi, il y a des gens qui faisaient appel à moi au début. Ah bah, toi, t'es prof de chant, bah viens Antoine, tu vas faire chanter les gens, comme ça va les aider. Je dis, attends, mais tu veux les aider à quoi? À améliorer la qualité de la chorale de l'entreprise ou à autre chose? Bah, tu sais, c'est pour leur prise de parole, machin. Ok, donc en fait, il faut peut-être pas qu'on fasse des cours de chant, du coup. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'amalgames, etc. Donc déjà, c'est cool si ce soir j'ai pu vous partager ça, vraiment cette clarification du fait que d'avoir une approche là beaucoup plus globale, ça va vraiment être pour vous des gros avantages aussi dans ce domaine-là. Ouais, mais tu Et- vois, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a ouais. beaucoup de gens, quand tu dis que tu es coach vocal, ils associent ça très vite au chant, plus qu'à Oui, la parole. Et oui, c'est ça que moi je trouve ça regrettable parce que je suis alors, j'ai été prof de chant, ouais, aujourd'hui je suis coach vocal et je leur dis, mais oui, c'est un complément en fait, je le dis bien. oui, oui, C'est pas oui, du tout la même, c'est plus, d'ailleurs, le coaching vocal, c'est une technique, c'est la technique de positionnement de la voix, alors bien sûr au niveau du chant, même aussi, aussi bien pour parler. Et c'est pour ça que je leur dis bien, attention, je suis coach vocal. Et c'est compliqué aussi d'entendre de faire résonner dans leur tête aux gens. Coach vocal ne veut pas forcément dire que prof de chant. oui, 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 ouais, aussi, ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est pour ça, comme c'est assez nouveau aussi en France, le Oui, coaching est beaucoup plus commun aux États-Unis, hein. Au coaching, j'ai vu des trucs, mais les gens, ils ont des coachs pour tout. Euh, oui. Là, j'ai vu une dame, elle a investi, enfin, donc c'était à Hollywood, hein. Elle a investi 30 000 $ pour coacher ses chiens. Et Pourquoi je dis, pas. quoi, c'est quoi cette histoire et tout. Et en fait c'était du comportementaliste animal. Enfin, si tu veux, c'était voilà, comprendre comment ces chiens évoluaient, etc. Pourquoi ils faisaient ci, pourquoi ils faisaient ça, etc. Bon, bah, n'empêche qu'elle a investi 30 000 $. Et la question de, mais pourquoi autant?
Bah parce qu'en fait, une fois, il y a un chien qui s'est fait méchamment mordre et elle a cru qu'elle allait perdre son chien vraiment. Et elle s'est dit, bah, j'ai pas envie de perdre mon chien à qui elle tient beaucoup. Elle en a trois et elle a dit, bah, je vais me faire coacher là-dessus. Je vais apprendre comment ça marche les animaux, comment ils se comportent. Donc, vous voyez, Ouais, donc ouais. en France, c'est moins développé, mais c'est en train d'arriver. Les entreprises l'ont compris. Et voilà, donc Caroline, tu dis, à l'issue de la formation, est-ce qu'on peut créer nos propres modules de formation en coaching de prise de parole en public? Oui, oui, tout à fait. L'idée, si tu veux, Caroline, c'est qu'à l'issue de cette formation, tu aies une trousse à outils et qu'après toi, cette trousse à outils, ben, en fonction de toi, tes appétences, tes affinités, les milieux dans lesquels tu évolues, tu puisses customiser et dire, toi, par exemple, le plombier qui vient, il dit pas, ah mince, aujourd'hui, j'ai utilisé que mon marteau et ma clé, j'ai oublié d'utiliser mon tournevis. Oui, mais alors pourquoi tu aurais dû utiliser ton tournevis? Bah parce qu'à l'école des plombiers, on nous avait appris qu'il fallait aussi utiliser le tournevis. Non, non, on a une trousse à outils et après, on refait notre petite tambouille. Ok, c'est quoi les outils dont la personne elle a besoin? La prise de part en public, c'est très, 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 très vaste. Aujourd'hui, dans les personnes que j'ai pu former, il y a des gens qui travaillent dans la politique. Parce que, évidemment, là, vous imaginez qu'avec les élections 2027, les partis politiques sont sur les dents et ils recrutent à tour de bras des accompagnants. Parce qu'ils se sont aperçus de quoi? Ils se sont aperçus que bah, c'est cool d'avoir des gens qui sont dans les partis, qui avancent, qui machin, mais le problème, c'est que quand à un moment, ben, ils gagnent les élections, ils ont un poste de député et que c'était pas des pros de la politique et tout d'un coup, il y a les caméras et les TikTok et les machins et qui font une bourde et que ça devient un bad buzz et machin, là, ils se sont dit oh là là là. Donc ils forment les gens avant même qu'ils soient élus. C'est-à-dire là, ils se disent on veut pas prendre de risques parce que si jamais ils sont élus et que le soir on les interroge, il faut qu'ils soient à l'aise, quoi. Donc les partis politiques sont en train de recruter à tour de bras. Euh, les avocats travaillent là-dessus bah, parce qu'aujourd'hui, il y a des gros enjeux pour les avocats. Hein, il y a des affaires qui se gagnent à la barre, comme on dit. Et donc, une affaire qu'on gagne à la barre, c'est pas sur les preuves, c'est sur la performance de l'avocat. Bah oui, on est dans un monde de communication. Il y a aussi tout ce qui est autour de la formation, évidemment, hein, les formateurs. Il y a les conférenciers, il y a comment dire, Ah, j'ai perdu le mot. Mince. Les gens qui lisent les livres, là, bon, ils sont en train de se dire, mince, on est en train de se faire remplacer par des IA, Vraiment. faut qu'on m'aide. Il faut que j'apporte du coup plus de choses. Donc il y a vraiment plein de gens, il y a tous les créateurs de contenu, hein, les créateurs de contenu qui font des podcasts, des vidéos YouTube, etc. Bah, ils commencent à chercher des coachs. Parce qu'entre une vidéo très intérêt chiante et une vidéo très intéressante, bah, les gens vont préférer suivre la vidéo qui est très intéressante plutôt que la vidéo qui est très intéressante chiante. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais alors aider un avocat à faire libérer un accusé, ça me tente pas vraiment, hein, franchement. Alors, en prise de parole, si tu veux, tu travailles pas sur le métier de la personne. Toi, moi, j'ai travaillé avec une avocate. Elle travaillait sur les dossiers, tu sais, les gros dossiers type Mediator, tu sais, toutes les fédérations de patients qui ont à un moment été spoliées par un gros truc industriel et machin. Mhm. Et en fait, elle disait, bah moi, le problème, c'est que quand je fais mes plaidoiries, j'ai 200 000 personnes derrière qui ont été handicapées par un médicament qui comptent sur moi. Ah ouais, Tu là, vois, c'est... donc c'est pas juste Ouais. ah, bah, je fais mon job d'avocat et puis j'essaye de faire du mieux. Non, 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 elle se prépare comme une athlète. Et elle a dit Antoine, ok, coach, machin, il faut que tu m'aides parce que moi, tu sais, là, je joue des gros dossiers, tu vois. Et avec beaucoup de gens derrière. Donc, c'est plutôt ces personnes-là en général. Et Mais alors, après, là, honnêtement, ma question, c'est du coup, alors, est-ce qu'on le voit au fur et à mesure de la formation, le rôle qu'on joue en tant que coach? oui, 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 bien sûr, bien sûr. Parce que là, je vois pas franchement comment on peut aider un avocat ou une Tu, tu, avocate. tu vas jamais apprendre le métier des gens. Tu vois, l'avocate, je lui ai pas Non. appris ce qu'elle devait dire dans son truc d'avocat. Ouais, Par contre, la manière de le dire et la d'accord, voix pour le faire et comment se positionner corporellement, etc., pour que ces arguments deviennent impossibles à ignorer, d'accord. Je là, c'était comprends autre mieux. chose, tu vois. D'accord, ok, je comprends mieux Hein, la subtilité, l'animateur on va dire. radio, on va pas lui apprendre son métier Non, d'animateur non, oui, radio. d'accord. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais je voyais pas encore comment le coaching pouvait Ouais, ouais, ouais. l'aider D'accord, mais dans ce cadre, d'accord. Nous, Voilà, on il y peut a des gens qui préfèrent travailler avec le monde de l'entreprise et qui peuvent faire carrière dans le monde de l'entreprise parce que c'est un monde qu'ils connaissent bien. Il y a des gens qui vont faire carrière avec les indépendants. Il y a des gens qui vont travailler avec des créateurs de contenu. Il y a des gens qui vont travailler
avec des femmes entrepreneurs. Enfin, c'est vraiment très, très, très vaste aujourd'hui ce domaine. Bah, c'est Cool, bah, super. En très tout cas, bien. merci Bah, beaucoup. écoutez, merci de votre attention. Merci, merci Kathleen, Fanny, Caroline, Gwendoline de vos questions et interventions. Donc, je me suis noté Caroline, donc on va t'envoyer par mail. Attends, juste, est-ce que j'ai ton adresse mail? Bah, Donc, moi, du le coup, module, il m'intéresse aussi, pour le coup, si tu veux. ouais, ouais, ouais. Ok, ok, impeccable. Très bien. Et puis donc, voilà, je vais voir. J'ai prévu de faire deux, trois conférences aussi sur le sujet parce que je me dis que plus on communique aussi, au-delà de la formation, mais plus on communique aussi sur ce sujet, plus dans la tête des gens ça se clarifie. Ah d'accord, donc il y a ça, il y a ça. Et je me dis, bah, ça peut améliorer aussi la compréhension quoi, du marché puis pour les gens. Voilà, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Attention au petit coup de chaud. On se reparle une prochaine fois si vous le souhaitez. Puis je vous souhaite, bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye, Ben, ciao. merci à toi. Bonne soirée, au revoir.